Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo explicative donc concernant le quatrième chapitre de MC sur la défense nationale. Donc la défense nationale, on va en gros parler de l'armée en France pour parler clairement, et on va se demander donc quelles sont les missions de la défense nationale, donc au sens très large les missions de l'armée. On va se demander comment est-ce qu'elle s'organise et on va se demander en fait ce que c'est que le parcours de citoyenneté qui va vous concerner très bientôt. Donc ça sera pour la deuxième partie. Donc c'est parti pour une petite introduction. Donc dans un monde de plus en plus mondialisé, ça normalement vous savez déjà ce que ça veut dire, donc je fais un tout petit rappel au cas où. La mondialisation, donc c'est l'augmentation des échanges de toute nature, donc l'augmentation des échanges de marchandises, mais aussi de personnes, d'argent, etc. à l'échelle du monde. Ok, donc de plus en plus d'échanges à l'échelle du monde. Donc le monde est de plus en plus mondialisé, et donc le maintien de la paix et la protection des populations devient un enjeu international. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vu que le monde se mondialise de plus en plus, il y a de moins en moins d'actions militaires isolées. Ça veut dire qu'un pays ne va plus uniquement en fait se concentrer sur lui, mais il va de plus en plus coopérer avec d'autres pays, souvent les pays voisins, pour assurer sa défense dans un cadre plus large. D'accord? Donc c'est ce qui est marqué ici. Les pays s'unissent pour préserver leur sécurité et coopèrent pour trouver des solutions pacifiques aux éventuels conflits. Donc notamment, on le verra, à travers l'ONU ou l'Union européenne, la France donc participe à une défense en coopération. Elle est de moins en moins toute seule. Cependant, certaines missions restent à l'échelle des territoires nationaux, ça veut dire qu'il y a quand même encore certaines choses que l'armée française, que la défense nationale française va gérer sur son territoire propre, mais on verra tout ça. D'accord? Donc ensuite, on a les deux questions clés, mais je les ai déjà évoquées tout à l'heure. On va commencer par un grand 1, la défense et l'action internationale de la France. Donc on va commencer par parler de l'action de la défense sur vraiment le territoire national, donc à l'intérieur des frontières françaises. Pour ça, on va prendre donc la fiche d'activité que je vous ai donnée, donc c'est celle-là. Comme d'habitude, je vous demande de faire d'abord le travail par vous-même au crayon à papier ou sur le logiciel directement à la maison. Essayez de réfléchir par vous-même et de pas simplement attendre que je vous donne les réponses en vidéo parce que sinon vous retiendrez pas grand-chose. D'accord? Donc ici, vous avez différentes illustrations et on vous demande, c'est très simple, hein, de placer dans les bons cadres en fait les réponses qui se trouvent déjà ici, donc à quoi ça correspond. Vous avez donc les petites explications en bas. Donc je considère que vous avez déjà réfléchi, je vous donne les réponses et je les explique. Ok? Donc ici, je vais la caméra, vous verrez peut-être mieux. Donc ici on a une photo de deux Rafale, enfin un Rafale et un Mirage 2000, donc qui sont deux avions de chasse français, et donc ça correspond à quoi? Là ça correspond à protéger militairement le territoire, d'accord? Pourquoi? Puisqu'on a des avions de combat, et le but ici, c'est de protéger donc les frontières françaises, donc éviter que donc d'autres avions qui viennent de pays étrangers rentrent sur l'espace aérien français, donc éviter en fait tout simplement une invasion, donc surveiller les frontières, surveiller les avions qui seraient suspects, etc. Donc là, on est sur une protection militaire du territoire. Voilà. Alors évidemment, là, c'est qu'un exemple, il y a d'autres choses qui se rapportent à ça dans l'action de la défense, notamment donc des entraînements, des manœuvres qui sont faites par les soldats, toujours pareil, dans le cas où une guerre surviendrait. Donc à ce propos, on verra ça dans le à retenir, mais depuis les années 60, la France dispose de l'arme nucléaire, et donc l'idée c'est que cette arme nucléaire, elle soit dissuasive. Le but, c'est que les autres pays sachent que la France possède la bombe atomique, et donc ne souhaitent pas l'attaquer, donc par peur de représailles nucléaires. C'est un peu ce qu'on avait vu dans le chapitre sur la guerre froide, vous vous rappelez, avec l'équilibre de la terreur. Les États-Unis n'attaquent pas l'URSS et inversement, parce que chacun a peur que l'adversaire fasse usage de sa bombe atomique. Ben là, c'est pareil. La France a la bombe atomique, le but c'est qu'elle s'en serve pas, le but c'est de faire peur à des pays qui voudraient attaquer la France.
D'accord? Bon, je referme la parenthèse. Ici, vous avez des militaires et un pompier, donc, et on comprend avec la légende en fait qu'ils luttent contre les feux de forêt, donc notamment en été. Donc ici, c'est prévenir les risques naturels ou technologiques. D'accord? Puisque les militaires peuvent être appelés en renfort quand il s'agit de gérer donc une catastrophe naturelle ou une catastrophe technologique. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est qu'une catastrophe technologique, je vous donne un exemple, c'est par exemple une marée noire, donc un pétrolier, un bateau qui transporte du pétrole qui coule et il y a du pétrole qui se déverse sur les plages. Les militaires peuvent être amenés en renfort, ou une usine qui explose, ou un problème dans une centrale nucléaire, voilà. Le rôle de la défense nationale, c'est aussi donc de combattre en fait les risques naturels ou technologiques. Risques naturels, on n'a pas trop parlé, mais les militaires peuvent aider en cas, par exemple, d'inondation, en cas de feu de forêt, etc. Donc ça fait aussi partie de leur mission. Ici, vous avez quelque chose qui vous est peut-être familier, donc vous avez peut-être déjà vu ça, des militaires donc qui circulent dans une gare et donc qui participent à ce qu'on appelle le plan Vigipirate. Alors le plan Vigipirate, c'est donc le fait que les militaires sont présents dans des endroits stratégiques où il y a beaucoup de population, donc notamment les gares, les aéroports, parfois les grands centres commerciaux, etc. Pour protéger, ici c'était la réponse, protéger la population civile. Alors protéger la population civile de quoi? Je pense que vous le savez, c'est protéger la population civile d'attaques terroristes, d'accord? Là aussi, l'idée c'est d'être visible pour dissuader donc une personne de commettre un attentat. Ils sont pas forcément là, alors évidemment, s'il se passe quelque chose, ils sont armés, ils vont pouvoir intervenir directement, mais le but c'est surtout une dissuasion, c'est-à-dire quelqu'un qui voudrait tenter quelque chose, poser une bombe, peu importe, faire quelque chose, un attentat dans une gare ou un aéroport, le but c'est qu'en voyant en fait ces militaires, ils se disent bah non, je vais pas passer à l'acte. L'idée donc c'est d'avoir une présence encore une fois dissuasive. Ok ? Dernière illustration, donc vous avez ici un gendarme qui est sur un ordinateur portable, et vous voyez ici tout un tas, alors si vous n'avez pas repéré ce que c'est des disques durs, hein. C'est des disques durs, donc ici, il est en train donc de sécuriser les espaces essentiels à l'activité économique. Alors, il y a des brigades spécialisées de gendarmerie qui luttent contre la cybercriminalité, donc c'est-à-dire tout ce qui est arnaque sur Internet. Ça peut aussi être tout un tas de choses qui sont répréhensibles sur Internet, hein, mais là, vu qu'on est dans les espaces essentiels à l'activité économique, je vais surtout parler de ça. Alors, pourquoi les gendarmes, en fait, luttent contre ça? Tout simplement, d'une part, parce que bah, c'est interdit par la loi, donc si on fait quelque chose sur Internet, comme des arnaques qui sont interdites par la loi, bah, il faut aussi que il y ait des gens pour le repérer et pour arrêter ces personnes-là. Deuxièmement, il y a aussi un rapport à la confiance, c'est-à-dire que Internet aujourd'hui, c'est évidemment un espace essentiel à l'activité économique puisqu'il y a beaucoup de personnes qui achètent en ligne. Si on laisse en fait les arnaques se multiplier, les clients potentiels, au bout d'un moment, n'auront plus confiance dans les sites Internet et donc vont cesser d'acheter, et ça va avoir des conséquences sur l'activité économique française. Donc, les gendarmes peuvent lutter contre la cybercriminalité et de cette façon-là conserver une confiance en fait des clients français vis-à-vis de ces espaces-là. Alors, il n'y a pas que ça, là, encore une fois c'est un exemple, mais les militaires français peuvent aussi sécuriser des sites sensibles, donc des grosses usines ou des laboratoires de recherche français. L'idée c'est d'éviter l'espionnage industriel, donc d'autres pays en fait espionnent ce que fait la France qui est innovant. Donc vous vous rappelez, on avait parlé dans un précédent chapitre de l'importance d'innover en ce qui concerne donc l'activité industrielle. Donc l'idée qui est des laboratoires de recherche qui inventent des nouvelles choses, ces nouvelles choses peuvent parfois être espionnées et copiées. Donc pour éviter ça, là aussi il y a des militaires qui peuvent être et qui peuvent prendre parti en fait pour sécuriser ces sites, éviter donc qu'il y ait du piratage par exemple ou de l'espionnage plus classique, et donc que la France perde ses innovations. Ok ? Donc
on repasse sur le cours. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Les missions de la défense nationale consistent à assurer la sécurité du territoire et à protéger la population française contre toute forme d'agression. Pas seulement l'agression d'autres pays, comme on aurait pu le croire, mais de façon générale. Vu que c'est une défense générale, pas simplement contre les attaques d'autres pays, on va parler de défense globale. Ça veut dire que c'est une protection totale contre différentes choses. Alors, cette défense globale, elle se divise en 3 volets. Donc premièrement, une défense militaire. Donc là, bon, c'est quelque chose qu'on peut facilement imaginer venant de militaires. Hein. Protection du territoire contre une invasion, donc surveiller les frontières par exemple. Protection aussi du territoire contre un attentat terroriste. Protection des Français qui se trouvent à l'étranger. Là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Dans ce domaine, la France a opté depuis les années 1960 pour une stratégie de dissuasion nucléaire. Ça veut dire que la France a la bombe atomique, mais le but c'est pas de s'en servir, le but c'est de montrer qu'on a cette arme pour dissuader les autres pays de nous attaquer. D'accord ? On a aussi une défense civile, donc là c'est protéger la population civile, je rappelle que les civils c'est ceux qui ne sont pas militaires, par exemple les protéger de risques naturels, intervenir en fait quand il y a des incendies, des tempêtes, des inondations, ou des risques technologiques comme des marées noires, une usine qui explose, etc. D'accord ? Enfin, une défense économique. Ici, il s'agit de protéger les espaces qui sont essentiels à l'économie française, donc les usines, les infrastructures, mais aussi les sites internet. Donc lutter contre l'espionnage industriel, j'ai expliqué tout à l'heure, les fraudes sur internet, le trafic de produits de contrefaçon, donc des copies illégales si vous voulez. Donc ces actions peuvent mobiliser l'armée, mais aussi la police, les douanes, etc. Donc ici, vous avez en résumé toutes les actions donc, de la défense nationale, donc toutes les actions de l'armée, si vous préférez, et vous voyez que ça ne se limite pas à s'entraîner au cas où il y a une guerre. C'est beaucoup plus varié en fait comme mission, et donc vous devez connaître tout ça. On avance un tout petit peu pour parler d'autre chose. Ça, on va avoir l'occasion d'en reparler dans la deuxième partie, mais depuis 1997, le service national est suspendu. Alors, j'explique cette partie. Le service national, vous en avez peut-être entendu parler donc par rapport à vos parents ou d'autres personnes, donc c'est ce qu'on appelait aussi le service militaire. Ça veut dire qu'avant 1997, les jeunes garçons, enfin les jeunes hommes plutôt, devaient faire 1 an dans l'armée, et si jamais il se passait quelque chose, il y avait une guerre, bah, ils devaient y participer. D'accord? Ça, c'était le service militaire, 1 an dans l'armée, donc dans une caserne, etc. Depuis 1997, c'est suspendu. Alors, suspendu, ça ne veut pas dire supprimé, ça veut dire que c'est en pause. Voilà, pour que ça soit bien clair. Mais ça pourrait être remis si jamais il y en avait besoin. D'accord? Depuis 1997, l'armée française est donc une armée de professionnels, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont dans l'armée, ça veut dire qu'elles l'ont choisi, que c'est volontaire, et que c'est leur métier. D'accord ? Voir schéma, donc on prend le schéma, on va regarder un peu comment s'organise l'armée. Alors, tout ça, on va un peu laisser tomber puisque c'était dans le précédent chapitre de MC sur l'organisation de la 5e République. Donc là, c'est pour montrer que le président de la République est le chef des armées, qu'il y a un ministre de la Défense, etc. Bon, tout ça, on laisse tomber. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout ça. Donc, il y a 4 corps d'armée. L'armée de terre, donc ils sont... simplifier énormément les soldats qui se battent donc sur terre, à pied, et avec des véhicules. L'armée de l'air, donc là c'est les soldats qui vont servir avec des avions. La marine nationale, donc tout ce qui est les soldats qui se trouvent sur les bateaux et les sous-marins. Et la gendarmerie, puisque la gendarmerie est intégrée à l'armée. Si vous ne le saviez pas, les gendarmes sont des militaires. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc on a 4 corps d'armée, armée de terre, armée de l'air, marine nationale et gendarmerie nationale. D'accord ? On ne vous demandera pas forcément d'en savoir plus, mais vous devez savoir donc ces divisions. Donc on repasse sur le cours. Donc normalement, il fallait coller le schéma à la suite, mais je vous l'aurai normalement envoyé et vous l'aurez à part.
On passe au grand B, l'action internationale de la France. Alors, comme on l'a dit, même s'il y a des actions qui se déroulent uniquement dans les frontières de la France, il y en a d'autres qui sont à l'extérieur, donc des actions militaires qui se font dans d'autres pays ou dans les eaux internationales, et pour ça, la France va être de moins en moins seule, elle va de moins en moins agir par elle-même, mais de plus en plus avec ses alliés. Donc pour ça, on prend la suite de la fiche d'activité. Voilà. Même chose, je considère que vous avez fait les questions au crayon à papier, et moi je vous donne juste les réponses avec quelques précisions. Donc, d'après ces documents, aux côtés de qui la France a-t-elle pris des engagements en ce qui concerne la défense nationale? La question revient à dire qui sont les alliés de la France, avec qui est-ce qu'elle fait des opérations militaires. Alors, ici, vous avez donc une photo de militaire qui a été prise pendant ce qu'on appelle l'opération Atalante, donc c'est au large des côtes somaliennes, c'est pour se protéger de la piraterie. On vous dit en légende que cette piraterie était une menace pour l'économie européenne, donc en gros, ça existe encore aujourd'hui un tout petit peu, mais ça s'est un peu calmé. Il y avait donc des pirates donc, qui attaquaient des bateaux de pays qui font partie de l'Union européenne et qui volaient en fait les marchandises de valeur. Ça évidemment c'est un problème pour l'économie des pays européens, donc la France et d'autres pays de l'Union européenne sont intervenus pour protéger en fait les bateaux de commerce européens. Donc là on voit que la France elle mène des opérations militaires avec l'Union européenne. Ici, on a donc les casques bleus français au Liban, donc ça date un tout petit peu, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la France peut envoyer des soldats pour des opérations militaires qui sont dirigées par l'ONU. Alors, l'ONU envoie ce qu'on appelle des casques bleus. Ces soldats sont particuliers, ça veut dire qu'ils sont toujours envoyés dans le cadre de missions de paix. Vous vous rappelez, l'ONU, cette grande organisation dans laquelle on a les représentants de presque tous les pays du monde, d'accord ? Et l'ONU peut prendre des résolutions pour essayer de maintenir la paix, d'accord ? Dans certaines circonstances, l'ONU peut envoyer des casques bleus. Alors, vous les avez en photo, donc ces soldats ont des casques particuliers donc de couleur bleue, d'où leur nom, et ils ne sont pas censés intervenir violemment, c'est-à-dire ils ne sont pas censés tirer sur d'autres personnes, sauf si on leur tire dessus d'abord. Ils sont toujours là en fait pour maintenir en fait la paix. C'est-à-dire que si l'ONU décide, bon, il faut calmer en fait ces deux pays qui se font la guerre. L'ONU va demander aux pays qui en font partie de lui fournir des soldats. Donc des pays vont dire bah nous on peut vous prêter entre guillemets 500 soldats, 100 soldats, 1000 soldats. Différents pays envoient des soldats en tant que casques bleus. Et ces casques bleus vont être envoyés en mission pour protéger la paix. Donc par exemple pour désamorcer des bombes, pour faire respecter un cessez-le-feu. Donc par exemple pour vérifier que deux pays qui voudraient se faire la guerre ne se tirent plus dessus, ou vont respecter par exemple les hôpitaux, ne vont pas aller tuer les blessés dans l'hôpital du camp adverse, etc. D'accord ? Donc ce qu'on retient ici, c'est que la France participe aussi à des missions qui sont organisées par l'ONU. Okay ? Dans ce texte que je ne vais pas lire en entier, vous êtes censé déjà l'avoir fait, mais on vous explique aussi que la France participe à des missions qui sont menées dans le cadre de l'OTAN. L'OTAN, on a déjà vu ce que c'était, donc ça veut dire Organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est une alliance militaire, pour faire très simple, c'est les pays qui sont les alliés militaires des États-Unis. Et dans ce cadre-là aussi, la France peut être amenée à intervenir, à aider par exemple les États-Unis dans certaines de ces opérations, par exemple ici pour rechercher Oussama Ben Laden, qui était responsable des attentats du 11 septembre 2001. D'accord ? Ces attentats, je ne développe pas trop parce qu'on développera dans le prochain chapitre en histoire. D'accord ? Donc, on repasse sur le cours, et qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? La France contribue à la sécurité internationale par son engagement dans des missions de maintien de la paix ou aux côtés de ses alliés. Ça veut dire qu'elle ne mène plus d'opérations, enfin, ça devient très très rare, toute seule, la plupart du temps, elle fait des actions à l'étranger avec ses alliés. Elle peut intervenir sur demande de l'ONU, donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'ONU demande en fait que les pays qui en font partie mettent à disposition des soldats pour être au casque bleu, et la France va mettre à disposition certains soldats
pour être envoyés en tant que casque bleu. C'est volontaire, hein, ces soldats sont volontaires. Elle participe aux actions militaires engagées par ses alliés au sein de l'OTAN, donc l'organisation militaire qui sont les alliés des États-Unis. Là, je vous ai mis différents exemples, 2001, 2008, donc des opérations militaires où la France intervient aux côtés de ses alliés, les États-Unis. Dans le cadre de l'Union européenne, on a aussi des actions qui sont menées à l'extérieur, dans le cadre de ce qu'on appelle la PSDC, donc la politique de sécurité et de défense commune. Donc là encore, ça va être des actions donc menées à l'extérieur de son territoire, par exemple en 2008 pour protéger ses bateaux de commerce et les autres bateaux des pays de l'Union européenne d'attaques de pirates au large des côtes somaliennes. Ok, donc en résumé, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que les actions à l'extérieur de son pays, à l'extérieur de ses frontières plutôt, se font de moins en moins seules pour la France et de plus en plus avec ses alliés. Ok. On passe au grand 2, les citoyens et la défense nationale. Je répète ça à chaque vidéo, mais n'essayez pas de tout faire d'un coup, faites partie par partie. Là, il y a déjà quelques petites choses à retenir. Donc, vous faites une pause, vous revenez demain ou après-demain sur la vidéo, vous relisez le grand 1 et vous passez au grand 2. D'accord? Moi, j'avance, mais je considère que la pause est faite. Alors, dans cette deuxième partie, on va s'intéresser au rapport, aux relations entre les citoyens et la défense nationale. On va voir dans le grand A quelque chose qui vous concernera très bientôt, c'est le parcours de citoyenneté. Donc là, écoutez bien, puisque là, c'est pas seulement pour le cours de MC, mais c'est quelque chose qu'il faudra faire bientôt pour vous. Donc, soyez attentifs. On va prendre la fiche d'activité, donc c'est la deuxième, c'est celle-ci, d'accord ? Même chose comme d'habitude, je vous demande de la faire par vous-même, donc vous mettez pause, vous prenez un crayon à papier, vous répondez aux questions, et une fois que vous avez terminé, vous regardez la correction en vidéo. Moi je considère que c'est fait, d'accord? Donc, vous avez ici des questions qui concernent le recensement, et là ici vous avez donc une petite affichette qui vous explique ce que c'est. Alors, qui est concerné par le recensement? C'est marqué ici, c'est tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans. Alors, le recensement, il faut déjà expliquer ce que c'est. Le recensement, en fait, c'est pour un pays le fait de prendre connaissance des habitants en fait qui résident sur son sol. En gros, on va faire une enquête pour savoir donc combien il y a de personnes ici qui ont plus de 16 ans sur le territoire. D'accord? Comment c'est fait? Bah, toutes les personnes, filles et garçons, qui ont qui sont français, qui ont la nationalité française, donc âgés d'au moins 16 ans, doivent se rendre à la mairie de leur domicile, ou pour certaines communes, c'est possible aussi par internet. D'accord? Alors c'est vraiment quelque chose qui est très simple. À partir de 16 ans, vous allez à la mairie de votre domicile, donc dans la ville où vous habitez. Vous n'avez pas besoin d'être accompagné par vos parents, hein, vous y allez tout seul. Vous dites à l'accueil de la mairie que vous venez pour vous faire recenser. On va vous faire asseoir à une chaise et on va vous poser quelques questions très simples, il n'y a rien à préparer. Où est-ce que vous habitez? Combien vous avez de frères et sœurs? Ce genre de choses, ça dure vraiment très très peu de temps. On va aussi valider votre adresse. Et c'est important de se faire recenser puisque à l'issue en fait de cet entretien à la mairie, vous allez recevoir donc plus tard par la poste un courrier qui sera adressé à vous, hein, pas à vos parents mais à vous, qui donc vous permettra d'avoir votre convocation pour la journée d'appel. Ça on va en parler dans un instant, d'accord? À l'issue de cette journée d'appel, vous aurez donc une attestation, et cette attestation sera obligatoire pour toute inscription à des examens ou des concours, comme par exemple le permis de conduire, ou le bac, ou donc n'importe quel examen ou concours que vous pourrez passer par la suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne vous faites pas recenser, vous ne suivrez pas en fait le parcours qu'on va détailler par la suite, vous n'aurez pas cette attestation, et donc vous ne pourrez pas vous inscrire aux examens, concours, etc. D'accord? Donc c'est très très important de le faire. Alors, en quoi consiste la journée défense et citoyenneté? Donc là,
on avance un peu, on a dit que à 16 ans, vous alliez vous faire recenser, qu'après ce recensement, vous receviez un courrier, et que dans ce courrier, on vous posait la question de savoir votre adresse. On va aussi vous demander... vous recevez un courrier à votre adresse, et on va vous convoquer dans... dans une caserne, donc pour aller voir les militaires. On vous propose éventuellement donc quelques créneaux horaires, quelques journées, mais vous choisissez votre créneau et vous devez y aller, c'est obligatoire. D'accord ? En quoi consiste cette journée? Donc cette journée, alors vous êtes censé avoir lu le texte, encore une fois je ne vais pas tout lire, mais donc dans cette journée, vous allez surtout avoir une présentation des métiers de la défense nationale et des différentes formes d'engagement. Alors les différentes formes d'engagement, on verra ça plus tard, mais en gros on vous présente les différents métiers de l'armée. Alors en fonction de là où vous allez, ça peut prendre des formes différentes. Parfois, c'est plus ludique que d'autres. Parfois, c'est que des vidéos. Parfois, on vous fait faire une visite de la caserne. Bon, ça dépend vraiment de l'endroit où vous tombez. Mais l'important, en fait, c'est qu'on vous présente les différents métiers de l'armée. C'est surtout ça. Il y a aussi autre chose, donc il ne faudra pas vous étonner. On va vous faire passer donc un test de lecture très simple. Donc, vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'on me fait lire ce genre de test, ce genre de texte très simple et des questions qui ont l'air d'être des questions de primaire? C'est juste en fait pour repérer les personnes qui sont analphabètes dans la société. Vu qu'à la fin de cette journée, vous recevez une attestation qui est obligatoire, par exemple pour passer le permis de conduire, tout le monde, toutes les personnes donc qui se sont faites recenser vont le passer. Dans le lot, il y a peut-être des personnes qui n'ont pas été à l'école et qui ne savent pas lire et écrire. Grâce à ce test, on va pouvoir les repérer et donc leur proposer de l'aide pour apprendre à lire et à écrire. Évidemment, vous êtes au collège, vous assistez aux cours a priori, hein, donc ça ne vous concerne pas, vous allez répondre très facilement aux questions et vous ne serez pas repéré comme analphabète. D'accord? Donc, juste une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que cette journée d'appel à la défense et citoyenneté, vous devez la faire avant 18 ans. Ça veut dire que vous avez quand même un laps de temps de 2 ans, entre 16 et 18 ans, pour la faire. Néanmoins, encore une fois, c'est indispensable donc pour avoir je l'ai dit tout à l'heure, le certificat, pardon, donc qui vous sera donné à la fin de cette journée et qui sera obligatoire pour passer les examens au concours, comme le permis de conduire ou d'autres examens officiels. D'accord ? Donc les différences entre la journée défense et citoyenneté et l'ancien service militaire, tout simplement c'est que là c'est une journée et l'ancien service militaire c'était 1 an. D'accord ? Alors, en sachant qu'il y a des débats, des discussions actuellement pour que ça change un tout petit peu et que ça soit un tout petit peu plus long. Mais pour le moment, je vous présente ça puisque ça n'a pas encore été vraiment mis en place partout, donc le changement. Dernière question, à votre avis, pourquoi le service militaire a-t-il été suspendu? Tout simplement puisque ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de conflit armé, et donc on a orienté l'armée vers une armée de professionnels, donc de personnes qui l'ont choisi et dont c'est le métier. Dans quel cas est-ce que ça pourrait être rétabli? Dans le cas où il y a une guerre, ou si on estime qu'une guerre est probable. Donc encore une fois, le service militaire est suspendu, mais il peut à tout moment être rétabli. D'accord? Donc, on repasse sur le cours. Donc, le parcours de citoyenneté concerne tous les jeunes garçons et filles à partir de 16 ans. Son but, c'est d'informer les jeunes sur les droits et les devoirs des citoyens, parce que je ne l'ai pas dit, mais vous aurez aussi donc des explications complémentaires là-dessus, sur le fonctionnement des institutions françaises et les sensibiliser aux enjeux de la défense. Donc là, c'est en gros ce que je vous ai dit, pendant cette journée donc défense et citoyenneté, on va vous présenter les métiers de l'armée et voir si ça peut vous intéresser. Il faut savoir que dans l'armée, il n'y a pas uniquement le fait d'être soldat, vous pouvez exercer des dizaines, voire des centaines de métiers dans l'armée. Vous pouvez être cuisinier dans l'armée, vous pouvez être mécanicien dans l'armée,
et tout un tas d'autres choses, et le fait d'être dans l'armée, ça vous donne certains avantages, mais ça, ils vous l'expliqueront mieux que moi. Donc, le parcours de citoyenneté, c'est 3 étapes. Premièrement, ce cours, le cours que vous êtes en train de visionner là, ça fait partie, c'est la première étape du parcours de citoyenneté, c'est-à-dire qu'on vous donne l'information comme quoi il faut se faire recenser et participer à la journée défense et citoyenneté. La deuxième étape, c'est le recensement. Donc, à partir de 16 ans, donc il faut avoir 16 ans révolus, vous devez aller vous faire recenser à la mairie. Comme je vous dis, c'est très très simple, c'est l'affaire de 5-10 minutes, il n'y a pas besoin d'être accompagné par ses parents ou quoi. Vous allez tout seul donc à la mairie, on va vous poser quelques questions, et voilà, c'est terminé, mais à l'issue de ça, on va pouvoir vous envoyer par la poste, chez vous, votre convocation à la journée défense et citoyenneté. D'accord ? La journée défense et citoyenneté, c'est une journée qui remplace le service militaire, dans laquelle, donc, encore une fois, on va vous surtout, il y a d'autres choses, mais on va surtout vous présenter les principaux métiers que vous pouvez exercer dans l'armée. À la fin de cette journée, on vous remet un certificat de participation, donc en gros un papier qui prouve que vous avez bien fait cette journée, et grâce à ce papier, vous pourrez ensuite donc passer votre permis de conduire, passer le baccalauréat et d'autres concours et examens officiels. D'accord ? Voilà pour tout ça. Donc, je me doute que vous avez peut-être des questions, on verra tout ça pendant le live. Encore une fois, si vous n'avez pas très bien compris, essayez de vous repasser ce passage de la vidéo, c'est pas très très compliqué, d'accord? Il y a juste 3 étapes à faire. Ce qu'il faut retenir, encore une fois, c'est recensement à 16 ans, vous allez à la mairie, vous dites que vous faites recenser. À la suite de ça, vous avez un courrier dans votre boîte aux lettres qui vous convoque à une journée donc dans la caserne la plus proche de chez vous, la plupart du temps. Vous pouvez choisir vos dates, etc., mais il faut y aller. Et vous vous rendez à votre convocation, à votre rendez-vous, ça dure une journée, on vous présente en fait les principaux métiers de l'armée. À la fin de la journée, on vous donne un papier qui dit que vous avez bien participé, et voilà, avec ce papier, vous pouvez passer votre permis de conduire, etc., encore une fois. Ok. Juste une chose, on vous présente les métiers de l'armée, mais il n'y a aucune obligation évidemment de s'inscrire, c'est au cas où ça vous intéresse, vous avez eu l'information, et si jamais donc rentrer dans l'armée vous intéresse, là vous pouvez poser plus de questions, voire vous engager. D'accord ? Grand B, les citoyens et la défense nationale. Alors là, il n'y a pas vraiment de fiche d'activité, je vais juste vous expliquer en fait les différents moyens de s'engager. Donc, les citoyens peuvent s'engager volontairement pour la défense de leur pays de plusieurs façons. Donc, de 18 à 25 ans, ils peuvent se porter volontaires pour effectuer des missions au sein des forces armées, donc pour 5 ans maximum, ou civils. Alors, là, en fait, c'est un service que vous pouvez faire entre 18 et 25 ans. Vous êtes volontaire pour effectuer des missions dans l'armée, donc pour 5 ans. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment dans l'armée, vous allez participer à des opérations, qu'elles soient sur le territoire français ou à l'étranger. Ou alors, vous pouvez faire ce qu'on appelle un service civil, ou travailler pour des associations, mais tout en ayant donc le statut militaire. Vous pouvez aussi devenir réserviste, c'est-à-dire que vous avez un entraînement qui est fait donc dans une caserne militaire, et vous n'êtes pas là tout le temps, mais vous êtes disponible pour aider les forces armées si jamais elles ont besoin de vous. C'est-à-dire que vous avez eu un entraînement, et à tout moment, on peut vous passer un coup de téléphone en disant on a besoin de vous pour telle mission. Donc vous avez signé un contrat qui dure de 1 à 5 ans, et voilà, en parallèle, vous pouvez poursuivre vos études ou une autre activité, mais si on vous appelle, parce qu'on a besoin de vous, vous êtes disponible pour une mission ponctuelle plus ou moins longue. D'accord? Donc ça s'appelle être réserviste. Dernière possibilité, vous êtes intéressé pour effectuer un métier dans l'armée, donc là vous allez vraiment vous engager, ça veut dire signer un contrat avec l'armée, donc pour plus ou moins longtemps, et là vous allez exercer soit un métier militaire, par exemple vous voulez devenir soldat, soit un métier civil, mais dans l'armée. Donc ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il n'y a pas uniquement le métier de soldat dans l'armée, vous pouvez être cuisinier dans l'armée, garagiste dans l'armée, médecin dans l'armée,
vétérinaire, parce qu'il y a aussi besoin de vétérinaires dans l'armée, etc. Il y a vraiment énormément de métiers différents, mais là, vous, si vous vous engagez dans l'armée, vous aurez quand même le statut de militaire, d'accord ? Qui vous donne le droit à certains avantages, mais là encore une fois, vous aurez toutes les précisions qui vous seront données dans la journée d'appel défense et citoyenneté. Voilà. Donc encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez les poser par mail ou attendre le live, puisque il y en aura certainement. En conclusion, à travers ces différentes actions sur le territoire français et à l'étranger, la défense nationale contribue à assurer la protection du pays et de sa population, ainsi que la sécurité internationale. Les citoyens peuvent y prendre part de différentes façons, donc on vient de le voir, il y a différentes façons de s'engager. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de ce chapitre, c'est premièrement les différentes missions de la défense nationale, donc c'est pas uniquement en fait se protéger en cas de guerre, hein, on a vu donc dans la première partie que c'était beaucoup plus varié que ça. Retenir aussi que de plus en plus la France s'engage donc avec ses alliés à l'étranger, donc que la France en fait peut participer à des opérations avec l'ONU, avec l'Union européenne, avec l'OTAN. Retenir enfin donc donc ce qui vous concerne, donc ce qu'on appelle le parcours citoyen, donc retenir qu'il faut vous faire recenser à 16 ans, qu'on va vous envoyer une convocation pour la journée d'appel défense et citoyenneté, qu'il faudra participer à cette journée dans laquelle on vous présentera les métiers de l'armée pour obtenir un certificat qui vous permettra ensuite de passer différents examens. Et enfin, retenir donc les différentes façons de s'engager si cela vous intéresse. Voilà, bah écoutez, on arrive au bout. J'espère comme d'habitude avoir été le plus clair possible et que vous avez bien compris tout ça. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les poser par mail ou attendre le live. Donc pour ça, je vous préviendrai donc par mail sur le NT. J'espère que tout le monde se porte bien et je vous dis à bientôt.